Avec une pièce de 250 francs CFA, il est difficile de faire des achats. Cette pièce est refusée dans le commerce. Surtout les 250 pièces là, pour 2500. À chaque fois quand il gagne, je vais retourner, on ne prend pas. Je suis obligé de déposer à la maison. Hier, j'ai fait parler avec une dame parce qu'elle est venue, elle m'a acheté quelque chose de 200, elle m'a donné 500. Je lui ai donné une pièce de 200, c'est puis une pièce de 50 francs, elle dit elle ne prend pas. J'ai dit mais pourquoi? Elle dit non, parce que les gens refusent. Autant de réactions et de méfiance à l'égard de cette pièce de monnaie qui poussent certaines personnes à ne plus vouloir en disposer. Toutes les pièces, dites aux gens de prendre, on va utiliser. Moi je donne, l'autre vient, tu donnes, l'autre il donne, ainsi de suite, ça va tourner ça comme ça, on ne garde pas. On garde les pièces faire quoi? Ça doit tourner entre nous, là il n'y a pas de problème. Mais si tout le monde refuse, je pense c'est lisse, ça reste là. Les gens refusent de prendre une pièce de 200 CFA. Pourtant c'est BCAO qui a fabriqué une pièce de 200 CFA. Si la population ne veut pas utiliser la pièce de 200 CFA, c'est que BCAO doit supprimer ça. Pour sa part, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, souligne qu'elle n'a publié aucun communiqué interdisant l'utilisation des pièces de 250 francs CFA. C'est certainement pas normal que les commerçants ne l'acceptent pas, parce que rien au niveau de la Banque centrale n'a été dit sur ces pièces. Elles ont cours légal, elles doivent être acceptées. Ces pièces sont aussi valables que celles de 50 francs, 100 francs, 200 francs ou encore 500 francs CFA. Le problème, la pièce de 250 francs est une pièce qui a cours légal et qui doit servir dans les transactions, au même titre que les autres pièces qui sont émises par la Banque centrale. Il n'y a aucune restriction et elle n'est pas retirée de la circulation, donc elle doit servir. Il ne fait pas bon d'avoir dans son portefeuille des pièces de 250 francs CFA. Alors, en attendant que les commerçants soient rassurés sur la valeur légale de cette monnaie, les pièces de 250 francs se retrouvent dans des tirelires pour en faire une collection. Le handicap visuel est une réalité, mais pas une fatalité, selon la présidente de l'Association pour la promotion des femmes aveugles et malvoyantes de Côte d'Ivoire, APFAMSI. Sur plus de 1000 femmes aveugles et malvoyantes en Côte d'Ivoire, seulement 47% sont formées ou bénéficient d'une formation qualifiante. C'est ce qui justifie cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la politique d'intégration de ces femmes dans le tissu socio-professionnel, une façon d'attirer l'attention des décideurs. Beaucoup de personnes pensent que quand on a perdu la vue, on ne peut plus rien faire. Il y en a même quand ils voient une femme non-voyante, une femme aveugle ou malvoyante qui est en état de grossesse, ils pensent qu'on lui a fait du mal. Ils se disent qu'il n'a pas eu pitié d'elle pour lui faire ça. Donc nous voulons montrer à tout le monde que malgré que nous sommes non-voyantes, nous sommes femmes comme toutes les autres femmes, nous pouvons faire tout ce qu'une femme peut faire. Dans cette dynamique, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, compte à tout mettre en œuvre pour favoriser l'autonomisation des femmes de cette association. Le gouvernement ivoirien, et par notre président Alassane Ouattara, a pris en compte la situation des femmes aveugles et malvoyantes. Et nos portes sont ouvertes. En initiant cette rencontre, la PFAMSI donne l'occasion à ces femmes handicapées visuelles de prendre une part active au processus de développement de la Côte d'Ivoire. Après la 7e, revoilà Magic System et ses partenaires pour la 8e édition du FEMIA, le festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Face à la presse, Assalfo, commissaire général de l'événement, a égrené le chapelet des innovations qui vont enrichir cette édition qui va se tenir du 21 au 26 avril prochain. Il est à noter d'abord que le FEMIA va quitter le seul cadre traditionnel d'Anoumambo pour s'exporter dans les communes du Plateau et de Koumansi. Et sur les scènes, le public aura droit à la prestation de 13 artistes de renommée internationale venus de 5 pays. Pour joindre l'utile à l'agréable, le FEMIA 2015 sera aussi un lieu d'échange et de formation. Outre la table ronde interministérielle qui va débattre tous les jours des enjeux de la culture en Afrique, un séminaire de formation aura lieu à l'attention des artistes pour les instruire sur leurs droits. Mais la grande attraction pour cette année demeure, à n'en point douter, l'inclusion du festival dans la construction de la paix en Côte d'Ivoire. La 8e édition du FEMIA est placée sous le signe de l'intégration et du rapprochement des peuples. En choisissant ce thème et sollicitant le secrétariat exécutif de la CEDEAO, Assalfo et ses amis entendent s'engager véritablement dans l'édification de la cohésion sociale. Pendant 6 jours, nous allons amener ces populations à se retrouver pour communier autour de la musique et des actions sociales aussi qui pourront resserrer les liens entre ces personnes-là. Et je crois que c'est ça aussi le rôle de la musique.
Et c'est ça aussi le rôle du FEMUA. Un engagement pour bâtir la paix qui n'a en rien entamé le volet social. Cette année encore, Magic System va offrir une école de 6 classes à une localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Aussi pour ses 20 ans, l'émission Couleur tropicale du célèbre animateur Claudicia se fera en direct tous les soirs sur la scène du festival. Le FEMIA, le Festival de musique urbaine d'Anoumabo, est une initiative du groupe Magic System et il se tient depuis 2008 dans le bas quartier d'Anoumabo, d'où sont originaires les membres du groupe. Les acteurs culturels continuent de déployer des efforts pour repositionner les planches ivoiriennes. La Journée mondiale du théâtre l'a une fois de plus démontré. La tâche n'est pas aisée, mais devant ce petit public, les comédiens ont joué leur partition. Des textes de qualité, parfaitement mis en scène et joués par des acteurs non moins reconnus pour leurs valeurs, notamment Diallo Tikoyi Vincent, Agui Bessi, K. Daniel, qui ont donné la réplique aux jeunes talents. Ce théâtre ivoirien qui retrouve à ses heures de gloire le ministère de la Culture et de la Francophonie qui initie depuis quelque temps des actions dans ce sens, y croit fermement. Nous avons initié un ensemble d'activités planifiées sur au moins 3 ans pour la redynamisation du théâtre en Côte d'Ivoire. Environ 2 heures de spectacle vivant marqués par des extraits de pièces de théâtre pour replonger le public dans l'ambiance de l'art, de la dramaturgie. La musique à l'image ou la musique de film. Il en a été question au cours d'un atelier de formation à la célébration du 50aire du cinéma ivoirien. L'avocat Laurent Klein, venu de France, animant le thème le droit à la synchronisation, a permis aux professionnels de comprendre les droits liés à la diffusion d'une musique dans un film. Le droit de synchronisation peut aussi naître lorsque la musique est spécialement créée pour le film, pour l'œuvre. Dans ce cas, le compositeur de la musique de film sera un auteur du film au même titre que le réalisateur, le scénariste, l'auteur des dialogues. Il va rentrer dans l'équipe du film. Voilà. Donc on a 2 cas pour le droit de synchronisation, soit la musique préexistante, soit la musique spécialement composée pour le film. Le 50aire du cinéma ivoirien, démarré le 24 mars, prend fin ce samedi à l'Institut français au Plateau. Au XIXe siècle, la ville portuaire de Galatz brillait par son cosmopolitisme. Occident et Orient se croisaient dans cette ville roumaine à l'est du pays, où la langue française était très populaire. La bibliothèque départementale, héritée de l'époque, garde en son sein un témoignage inestimable du passé francophone de la ville. Dans une chambre forte sécurisée, une impressionnante collection de lettres de grands auteurs, dont Émile Zola, Jules Verne, mais aussi Mark Twain. À l'origine de cette correspondance se trouvaient les sœurs Schwartz, 3 jeunes roumaines d'origine juive, passionnées de littérature française. C'est une démarche unique, inédite pour l'époque. La correspondance date de la fin du 19e au début du 20e siècle. Les lettres sont très précieuses sur le plan international, car elles ont été rédigées par des personnalités de la culture universelle. En tout, ce sont plus de 700 lettres qui ont été conservées, mais aussi quelques photographies encore rares à l'époque. Tous ces documents avaient été confiés à la bibliothèque par la sœur cadette Emilia Schwartz en 1965. Parmi les expéditeurs, on trouve aussi des lauréats de prix Nobel comme Anatole France, Frédéric Passy et Sully Prudhomme. Ces échanges épistolaires traitent de nombreux sujets. Il s'agit de thèmes sociaux, politiques. Il y a eu aussi une correspondance avec Madame Dreyfus sur l'affaire Dreyfus et avec le célèbre archéologue français Salomon Reinach. On ne sait que peu de choses sur la vie privée des 3 sœurs.
Anthony, Rowena et Emilia n'ont jamais eu d'enfants. Elles ont consacré leur vie à l'éducation des jeunes filles pauvres pour qui elles ont créé une école. Aujourd'hui, la tradition francophone reste vivace dans la ville, grâce aux jeunes notamment. De nombreux lycées continuent d'enseigner la langue et une bibliothèque multiplie les événements pour que le français soit toujours lu et pratiqué. Je pense que nous resterons essentiellement francophones. Le plaisir de lire en français ne va pas disparaître. Comme les sœurs Schwartz, les lycéens de Galatz aimeraient bien eux aussi écrire aux célébrités d'aujourd'hui. Mais ils ne se font pas trop d'illusions, ce sont sans doute leurs assistants qui leur répondraient. En attendant, les correspondances des 3 jeunes femmes restent pour tous ouvertes à la consultation à la bibliothèque de Galatz. Le travail actuellement, conduit par nos camarades allemands, bien sûr, est orienté vers la compréhension de ce qui s'est passé, éventuellement sur une éventuelle préméditation ou de prédisposition peut-être à ce genre d'acte. Donc bien évidemment, s'il s'avère que cet acte est volontaire, bien évidemment, il conviendra de se poser la question sur une éventuelle préméditation et un passage à l'acte. Je ne vois pas d'éléments particuliers qui pourraient expliquer éventuellement le passage à l'acte tel qu'on aurait pu éventuellement ou qu'on pourrait le constater. Maintenant, l'enquête visera notamment à essayer de comprendre, et c'est pour ça que l'environnement qui va être fait d'Andreas Lubitz va être extrêmement important. L'importance de la dernière boîte noire est l'importance liée à la compréhension des derniers éléments techniques de l'appareil. Savoir quels étaient les paramètres intégrés dans l'appareil, connaître l'action positive qui aurait pu être faite sur les éléments de l'appareil. Donc c'est comprendre en gros ce qui s'est passé dans les dernières minutes sur les commandes de l'appareil. Remettre les pendules à l'heure, c'est le métier d'Olivier d'Allongeville. 2 fois par an, il vient à Cergy-Saint-Christophe, en banlieue parisienne, pour vérifier que les mécanismes de ces horloges fonctionnent avant le changement d'heure. On fait les niveaux des moteurs qui permettent de faire tourner les aiguilles et on graisse également les axes de la minuterie qui font tourner les aiguilles aussi. Comme pour la plupart des horloges publiques, le passage à l'heure d'été se fera à distance, électroniquement, dans la nuit de samedi à dimanche. À l'époque de leur fabrication, en 1985, les horloges jumelles de Cergy étaient les plus grandes d'Europe. Elles sont géantes, elles font 10 mètres de diamètre chacune, c'est-à-dire pas loin de 2 fois Big Ben, un peu la référence que tout le monde connaît. Et en plus, il y a une trotteuse, donc une aiguille des secondes qui ne s'arrête jamais de tourner. Une trotteuse qui, en 30 ans, a parcouru plus de 400 000 km, soit plus que la distance de la Terre à la Lune. Depuis, à peine une panne au compteur, le vent étant l'ennemi numéro 1 de l'horloge. C'est un peu comme une aile d'avion, ça prend le vent et en fait on ne se rend pas compte, mais ça fait des efforts considérables que le mécanisme doit supporter. Si tout va bien, dimanche à Cergy comme dans toute l'Europe, à 2 h du matin, il sera 3 h. Avancer sa montre en été, la reculer en hiver, le changement d'heure rythme les saisons de nombreux pays tempérés. Introduite en Europe pendant la Première Guerre mondiale, la mesure s'est vraiment installée à la fin du XXe siècle. Elle a pour effet d'allonger d'1 heure la fin de journée en été, ce qui ferait gagner chaque jour 1 heure d'éclairage artificiel. L'idée n'est pas neuve. En 1784 déjà, l'inventeur et homme politique américain Benjamin Franklin affirmait qu'en réveillant la population plus tôt en été, on économiserait une quantité considérable de bougies. Les partisans du changement d'heure lui prêtent d'autres avantages. De plus longues soirées d'été réduiraient les accidents de la route ou encore renforceraient un sentiment de sécurité dans les villes. Mais elles seraient surtout plus adaptées aux nouveaux modes de vie, favorisant un développement des loisirs et du tourisme. Les détracteurs de la mesure contestent ces affirmations qui ne seraient pas prouvées. Les économies d'énergie notamment seraient minimes. Et ils pointent du doigt d'autres inconvénients. Par exemple, le changement d'heure bouleverserait le cycle des vaches laitières. Ou encore, les personnes âgées, les malades et les enfants auraient du mal à s'y adapter.